BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà de quoi je me mêle. Deuxième acte, toujours, vous le savez, on est là pour commenter l'actu BFM Business le week-end en podcast audio sur YouTube dès le vendredi midi avec Nicolas Lelouch qui est là de la rédaction de Numérama. Rebonjour Nicolas, et puis Anthony Morel, toujours fidèle au poste, vous le savez, notre journaliste maison que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi entre midi et deux avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Dans l'actu, après avoir parlé longuement d'IA, je vous invite maintenant à nous plonger dans la VR. Parce que la VR, on se disait il y a encore quelques mois, ben voilà, c'est cuit, c'est terminé, Meta est tout seul. Et puis Apple est arrivé avec son Vision Pro, ça relance un petit peu l'intérêt de tout ça. Et alors, précision, dans la temporalité de ce que vous écoutez, vous regardez, on enregistre ce De quoi je me mêle le mercredi matin. Ce soir, Nicolas, on est totalement transparent puisque vous écoutez cette émission vendredi. Hein. Donc ce soir, le mercredi, Meta doit annoncer pas mal de choses. On a déjà des informations, mais on n'aura peut-être pas tout à vous dire. Hein. C'est ça, il y a la conférence Meta Connect qui est d'ailleurs pour moi une des conférences, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, une des conférences les plus sous-cotées du monde de la tech. On parle toujours d'Apple, Google, alors que Facebook, c'est 3 milliards de personnes quasiment quotidiennement qui se connectent et pourtant ça n'intéresse pas, alors que leurs annonces, elles concernent la moitié de l'humanité. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, ils ont leur grosse conférence ce soir. On ne sait pas tout ce qui va être annoncé. Il y a des rumeurs, notamment sur l'IA, tout ça. Donc, au moment où vous regarderez, écouterez cette émission, vous saurez sans doute des choses et vous verrez sans doute qu'ils ont fait des annonces sur l'IA. Maintenant, sur le Quest 3, c'est un produit qu'ils ont déjà pré-annoncé en juin. Il y a eu plein d'annonces. Ils l'ont même, ils l'avaient annoncé 4 jours avant l'Apple Vision Pro, volontairement. Ils ont toutes les capacités techniques, le prix, les fonctions, les couleurs. Donc, on sait tout de ce produit. J'adore, là. Donc, c'est 4 jours avant le Vision Pro. Allez, ouvrez-moi le tiroir, là, du... Oui, on est là. Moi, je pense que c'était bien joué, parce que ça occupait le terrain, et ça permettait de dire, voilà, le Vision Pro coûte 3 500, alors que celui de Meta coûte 579 €, ce qui est moins cher. Donc, leur positionnement, il est intéressant. Et de toute façon, c'est ce dont on va parler là. Je pense que ce produit est hyper intéressant pour Meta, parce que c'est ils sont à la fois leaders sur le marché aujourd'hui, et pourtant ce casque, c'est déjà le casque de la dernière chance. Si le Meta Quest 3 n'est pas un immense succès à Noël notamment, partout, parce qu'aux États-Unis on sait que ça marche, mais ça marche moins en Europe par exemple, je pense que Meta va avoir énormément de mal à concurrencer Google, Samsung quand ils vont arriver l'année prochaine. Et quand Apple, ils ont déjà leur place assurée, ils ont leur place sur le haut de gamme, ils auront le marché du haut de gamme de la réalité virtuelle mixte, c'est Apple. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment, ce produit à 4 000 $. Non, il ne peut pas durer à 4 000 $, mais pour l'instant, ils s'en foutent. Le truc est à 4 000 $, ça restera à 4 000 $, et ils auront le temps de le descendre. Maintenant, il va falloir une marque qui va faire du grand public. Et cette marque-là, elle a besoin d'une plateforme, et la plateforme, ça sera soit ce que propose Meta avec le Meta Quest, soit Android XR, qui sera la version réalité mixte dont on ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui. On ne sait rien, à vrai dire. Visiblement, il y aura un événement à la fin de l'année, puisque Google s'associe à Samsung. Hein. Samsung s'occuperait du hardware de ce nouveau masque. Tout à fait. Est très secret. Hein. Là, en revanche, on n'a pas beaucoup d'informations. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony ? Ouais, ça va être intéressant. Effectivement, je pense que, alors, de la dernière chance, peut-être que c'est aller un peu loin, mais en tout cas, c'est le casque qui doit, pour Meta, prouver que la VR peut être un produit mainstream, ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à prouver pour l'instant. C'est les leaders du marché, c'est très clair. Ils ont vendu 20 millions de casques Quest en tout, dont une très grande majorité, je crois que c'est 18 millions de Quest 2, donc c'est un casque qui a un certain succès, mais on n'est pas sur un produit mainstream. Voilà, on est sur un produit qui vend quelques millions, mais qui n'est pas mainstream, pour plusieurs raisons. Je pense que, pour moi, la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les contenus suffisants. Il n'y a pas la killer app, le truc qui fait que monsieur et madame tout le monde a envie aujourd'hui d'investir dans un casque de VR qui coûte 200 ou 500 €, parce que le Quest a beaucoup baissé en termes de prix. Tu vois, si tu demandes à des gens de te citer ne serait-ce qu'une application ou un jeu en VR, tu as Beat Saber éventuellement, tu vois, mais c'est tout. Et bon, Beat Saber, tu joues 1 heure, après il y a un moment... Fruit Ninja aussi, c'est très sympa. Ouais, Fruit Ninja, ça marche bien aussi, effectivement. Non, mais moi, il y a le jeu de ping-pong que j'adore. Ah, moi aussi, j'adore. Il est VR, incroyable. c'est génial. Mais tu vois, il n'y a pas...
tu t'amuses bien, mais c'est pas un truc qui va faire forcément que tu vas investir dans ce casque. C'était aussi la logique de Meta quand ils nous ont vendu le métavers, en nous disant en fait, vous allez vous servir de ce casque pour tout, vous allez vous en servir pour travailler, vous allez interagir avec vos amis, vous allez aller à des concerts virtuels, et ce sera pas juste un truc un peu gadget pour jouer à Fruit Ninja. Sauf que ce pari-là, pour l'instant, ça a pas trop pris, parce que et c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire parce que les casques n'étaient pas suffisamment performants. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des améliorations, plus légers, plus puissant, ça aussi c'est un truc qui est très très important, parce que les graphismes n'étaient pas suffisamment intéressants non plus. Donc il va falloir évoluer sur tous ces aspects-là pour que ce produit soit enfin quelque chose que monsieur, madame, tout le monde puisse avoir, ne serait-ce que l'idée d'aller acheter. Il faut que ça devienne sexy, en fait. Il faut que ça devienne sexy, qu'il y ait des killer apps. Franchement, moi, juste un mot sur le ping-pong, parce que j'en ai déjà parlé, mais moi je me suis pris une claque avec ce truc-là. On est d'accord. Je suis absolument d'accord. Franchement, on se dit, waouh, là on rentre dans une autre ère, on rentre dans un truc que moi j'avais jamais vu. Le fait de chausser son masque et de te retrouver à jouer au ping-pong dans une salle dont tu peux, choisir le décor et tout, et jouer en réseau. Avec toi qui est à Nantes et moi je suis à Paris, on joue au ping-pong avec des subtilités du ping-pong, le fait de pouvoir se parler. Et les retours haptiques sur les manettes aussi. Le retour haptique sur les manettes et tout, tu peux même te chambrer parce que tu entends les. Enfin, le ping-pong, c'est tout, quoi. C'est les relations humaines, c'est du sport, enfin, il y a tout. Et tout est conservé là-dedans. Tu te dis qu'on rentre dans une nouvelle ère. Et tu as des ligues mondiales de ça qui ont été créées. Mais bien sûr, referme la parenthèse, mais vraiment, essayez-le un jour si vous avez l'opportunité. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis resté. Très bien. Non, mais je suis d'accord, et ce qui est intéressant, c'est que là on parle que de réalité virtuelle, et c'est tout le virage qui est attendu avec Meta sur le Quest 3, c'est de prouver que la réalité virtuelle et le métavers ne sont pas la seule approche possible avec ces produits, et par ça on pense forcément à la réalité mixte. Ça sera le gros sujet avec ce Meta Quest 3. C'est le mix entre la R et la VR. C'est la possibilité, quand vous mettez le casque, je mets un Meta Quest 3 sur mon visage, je vous vois, et si je reçois un message, le message va se projeter au milieu de ma vision, mais je peux continuer à vous regarder. Et l'approche, j'ai parlé pas mal avec Qualcomm qui a lancé une nouvelle puce qui va équiper ce Meta Quest 3 qui s'appelle le Snapdragon XR2 Gen 2. Si on n'a pas compris que c'est la deuxième, franchement, je ne sais pas comment. Alors là-dessus, c'est assez. Alors que c'est le Quest 3, c'est ça le paradoxe. C'est le Quest 3 et la puce s'appelle XR2 Gen 2. Et ce qui est marrant, c'est qu'eux le présentent comme une toute nouvelle puce qui revoit complètement l'architecture sur la réalité mixte. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir changé de nom. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais leur approche désormais, ça va vous faire rire, c'est de dire qu'on ne parle plus de réalité virtuelle, mais d'ordinateur spatial. Ça vous rappellera peut-être quelqu'un. Mais l'idée, c'est que pour eux, la killer app de ce Meta Quest 3, en tout cas pour Qualcomm, c'est pas de jouer au ping-pong, c'est de pouvoir travailler avec un ordinateur, un écran infini. Même avec le Quest 3. Avec le Quest 3. On est là-dessus. On est sur une latence qui a été divisée par 8, sur des capacités d'intelligence artificielle qui sont multipliées par je ne sais même plus combien, par la possibilité de passer de la VR à la réalité mixte sans aucun bug, sans aucun ralentissement. Améliorer la restitution de la réalité aussi. Améliorer la restitution de la réalité. Quest 2, on est en noir et blanc. Les objets. On est vraiment sur l'ère de la réalité mixte. Elle commence maintenant avec le Meta Quest 3, et Meta doit prouver que son approche métavers n'est pas incompatible avec l'idée d'avoir un ordinateur qu'on se met devant les yeux. Et elle prend le train d'Apple aussi, accessoirement. Absolument, et il faut le faire de toute façon, parce que Apple ne va pas aller sur le ping-pong. Apple, je trouve ça génial aussi, mais l'approche d'Apple est de dire que la réalité virtuelle ne doit pas être quelque chose qui nous enferme dans un monde dans lequel on joue. Enfin, c'est pas que du ping-pong. Ça sera peut-être du ping-pong. Parce que là, Meta, du coup, est entre les deux. Ils ont des manettes, et je pense que c'est bien d'avoir cette approche mixte. Mais il faut réussir la réalité mixte. Il faut que ce produit, on ait envie de le porter à la maison quand on fait la vaisselle, quand on se balade, quand on est seul, bien sûr, si on a deux, c'est chelou. Mais l'idée de pouvoir se balader chez soi avec ce casque sur la tête, sans avoir mal aux yeux, sans avoir l'impression d'être confus, et d'avoir ces applications qui arrivent en temps réel au milieu de sa vision. Il y a un vrai enjeu de miniaturisation sur ces produits. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Si tu dois avoir envie de porter ce truc-là 2 heures, 4 heures par jour, voire plus, si on imagine que c'est dans un contexte de travail où tu vas avoir un ordinateur, un écran projeté en face de toi. Il faut que ce soit plus petit, plus fin. Alors, encore une fois, on n'a pas toutes les annonces, mais enfin, on sait à peu près à quoi va ressembler quand même le Quest 3. Et même avec tous les efforts qu'ils font pour l'instant, c'est encore trop gros. C'est encore trop gros. Moi, je me vois absolument pas porter ça. Y compris le Vision Pro. Exactement. J'ai essayé le Vision Pro, il est cool, il a une super qualité visuelle, mais c'est un casque VR un peu gros sur le visage. C'est ça. Et le Quest 3 est plus fin, non ?
non? Il a l'air un peu plus fin. Ils ont la batterie, mais il y a la batterie. Ouais, c'est ça. Il y a la batterie dedans. Alors, je fais le pari d'ailleurs. Les gens, quand ils nous écouteront, ils sauront déjà. Je suis sûr que Mark Zuckerberg va mettre en avant la batterie intégrée du Meta Quest 3. Probablement, c'est clair. Si le tac ne part pas, je comprends pas. Mais c'est juste évident. Enfin, il y a même d'ailleurs des médecins qui se sont penchés sur ce truc-là, c'est-à-dire que tu génères des troubles musculo-squelettiques. Enfin, c'est pas anodin de porter un truc qui fait ne serait-ce que 500 grammes ou 700 grammes, qui va porter sur tes vertèbres toute la journée, quoi. Donc, pour moi, il y a un énorme enjeu de ce côté-là. Et le truc, c'est que la miniaturisation, elle va forcément prendre des années parce que les composants sont pas prêts. Zuckerberg l'a dit, d'ailleurs. Il a dit oui, mais on sera prêt dans 5 à 10 ans. Il se projette loin et c'est tout à son honneur. Je trouve que c'est un projet industriel et c'est un patron d'industrie aussi, Zuckerberg. Mais est-ce que dans 10 ans, on n'aura pas un peu marre de la ritournelle autour de la VR et on ne sera pas passé à autre chose? Ça, on n'en sait rien. Donc, c'est un peu une course contre la montre. D'un côté, tu auras tout le soft qui aura bien mûri, tu auras peut-être déjà les killer apps, tu auras déjà. Enfin, il faut voir. Et si Apple en fait le nouveau Mac avec toutes les applications du Mac qui tournent comme ça sur un écran, ça peut d'une certaine manière en faire un produit. Avoir ton truc là pendant toute la journée sur la tête, c'est pas possible, tu vois. Je sais pas. Mais tu sais aussi, dans leur roadmap, là, Meta, ils ont aussi, je crois que c'est 2027, des lunettes. Ils ont des lunettes, bien sûr. Lunettes réalité augmentée. Donc ça va être aussi ça. Je veux dire, là, quand on parlait de miniaturisation, on va aller vers, on va revenir en fait au Google Glass, quasiment. Et d'ailleurs, sur les lunettes, Qualcomm, en plus de cette puce dont je vous ai parlé, va sortir. Ils vont l'annoncer. Ça sera annoncé ça sera annoncé mercredi soir. Donc du coup, ça sort. Vous le saurez vendredi. Ils vont annoncer une nouvelle puce pour la réalité augmentée. Les premiers à l'avoir, ça sera les Ray-Ban Stories 2 qui sortiront l'année prochaine, mais toutes les lunettes de réalité augmentée des marques chinoises qui peuvent utiliser des caméras pour voir le monde, afficher des hologrammes pour le GPS par exemple, elles utiliseront cette puce pour avoir une longue autonomie, tout ça. Donc on est en train petit à petit d'avancer vers cette informatique spatiale, visuelle. La question c'est combien de temps ça va prendre, est-ce que les gens en ont envie? Et franchement c'est impossible de répondre à cette question. Et pour faire le pont avec notre discussion de la première partie, là où ces objets vont devenir aussi incroyables, c'est quand tu vas pouvoir discuter avec eux, c'est-à-dire passer les commandes. En fait, l'un des problèmes des premières Google Glass et des casques de VR, c'est l'interaction que tu peux avoir avec les manettes, c'est pas toujours hyper pratique, etc. Si tu peux discuter à la voix, en langage naturel, et dire je veux faire ci, je veux faire ça, lance-moi tel jeu, tu vois, enfin là aussi, il va y avoir une énorme valeur ajoutée, et là, ça peut aussi être un truc qui fait que ça devient grand public, quoi. Parce que moi, c'est ce qui m'énerve le plus. Je sais pas, mais un des freins, en tout cas, à mon utilisation de la VR, où je l'utiliserais peut-être plus souvent si c'était pas comme ça, c'est le fait de devoir, avec les manettes, aller chercher dans les menus qui sont pas toujours hyper bien faits. Si tu peux y intégrer un peu d'intelligence artificielle pour fluidifier tout ça, ça peut pas mal changer la donne aussi. On verra bien, en tout cas, s'il y a d'autres informations importantes que sur le Quest 3 qu'on aurait raté et qu'on ne peut pas commenter aujourd'hui. On y reviendra bien sûr la semaine prochaine. Un mot sur les iPhones, tiens. Tu étais à Cupertino, Nico. Tout à fait. Tu as pu découvrir en avant-première les iPhone 15, la keynote de Tim Cook. Voilà. Et on commence à avoir un peu de retour, puisque ça fait quoi, 2 semaines maintenant que tu testes 2 semaines, le mien maintenant à 2 semaines. Donc tout comme Melinda, d'avant Soudas de la rédaction Tech & Co qui y était aussi. On commence à voir des petites failles dans ces iPhones. Des failles qui finalement ont été identifiées très vite. Dans mon test sur Numérama qui est sorti la semaine dernière, je disais que les problèmes de chauffe du modèle précédent ne me semblaient pas du tout réglés et qu'au contraire, les bords en titane me semblaient propager la chaleur tout autour du téléphone. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que si la chaleur se répartit sur les bords au lieu de se concentrer sur le dos comme auparavant, ça veut dire que le téléphone va moins laguer quand il fera chaud, parce qu'il pourra évacuer sa chaleur plus rapidement. Le problème, c'est que entre le test et la sortie du téléphone, plein de gens se sont rendus compte de ce problème, et plein de gens s'en inquiètent, parce que les iPhone 15 Pro chauffent beaucoup. Et vraiment, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. J'espère qu'ils vont le régler par une mise à jour logicielle, mais j'insiste vraiment sur le fait que... Dans quelle situation ? Dès qu'on va prendre des photos, dès qu'il fait chaud dehors aussi. La chaleur, évidemment, elle a un impact sur les puces. C'est rigolo parce qu'il est gravé en 3 nanomètres, le 15 Pro. Je ne sais pas si c'est tous les 15 qui sont... 15 Pro, 15 Pro. Les 15 Pro, qui en théorie devraient moins chauffer parce que justement, la gravure est plus fine.
Bah, c'est l'inverse. En fait, oui, en théorie, si Apple avait refabriqué complètement sa puce à 0 avec le 3 nanomètres, la décision qui semble avoir été prise est de faire la même puce que l'année dernière, écrit en plus petite, et de récupérer la place supérieure pour améliorer le GPU, pour améliorer le NPU. Donc en fait, c'est quasiment la même puce que l'année dernière. Donc elle souffre des mêmes défauts, et le 3 nanomètres n'a pas été utilisé pour faire des économies d'énergie. Et apparemment, le problème viendrait en partie justement de l'architecture interne. Ils ont fait des choix en fait esthétiques pour que le téléphone soit plus léger, mais du coup, ça a un impact sur la dissipation thermique à l'intérieur du téléphone, qui est moins efficace que ce qu'on aurait pu espérer, et c'est ce qui explique ces problèmes de surchauffe, alors qu'ils sont là aussi à prendre avec des pincettes. Ils sont réels parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, mais c'est des témoignages sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas on sait pas exactement de manière systémique pourquoi et à quel moment ça se produit. Il y en a qui disent c'est pendant les temps de charge. Il y en a qui disent moi j'ai utilisé FaceTime pendant 1 heure et ça s'est mis à chauffer de manière incroyable. Il y en a qui ont calculé que ça montait jusqu'à 46 degrés et que ça leur brûlait vraiment la main. Et sachant qu'on n'a pas encore eu toutes les applications et notamment les jeux vidéo extrêmement puissants, genre Resident Evil Village, etc., qui sont montrés pendant la conf. Qui sort là bientôt. Parce que je l'ai Resident Evil Village. Et alors, ça chauffe ou pas? Ça chauffe autant que quand on charge le téléphone. En fait, il y a vraiment un seuil limite. Ça chauffe pas plus, mais le téléphone est brûlant, il chauffe bien, alors c'est certain. Juste sur cette partie jeux vidéo, parce que j'ai vu des témoignages aussi là-dessus, sur des mecs qui avaient testé justement avec les jeux vidéo. Ils disaient, alors ça ne chauffe pas plus, c'est vrai, ça chauffe. Simplement, il y a une dégradation de la performance graphique. En fait, en gros, il bride la puce pour que en fait, le téléphone ne chauffe pas trop. C'est toujours l'équation d'ailleurs. C'est ça. En fait, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que comme la température se répartit sur les côtés, il va mettre plus de temps avant d'être bridé. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Le truc, c'est qu'il faut qu'Apple optimise ça pour éviter que le produit. Il y aura une mise à jour, je pense. Pour moi, il va y avoir une mise à jour. Et il faut rappeler aussi que c'est un truc tous les ans. Les gens disent que le nouvel iPhone chauffe trop, que la batterie est pas bonne. Et il y a un effet nouveauté, il y a un effet première configuration où le truc surconsomme. Donc il faut pas. Je pense qu'on est loin de la catastrophe industrielle, mais qui dit chauffe dit aussi perte d'autonomie parce que souvent les deux sont intimement liés. C'est le problème. Et c'est le truc, c'est que et ça c'est plus embêtant. Oui, c'est plus embêtant. Ce qui est dommage, c'est que j'ai testé toute la gamme. L'iPhone 15 Plus, il a une autonomie de malade. Il finit la journée à 50%. Wow. Le 15 Pro Max ou même le 14 Pro Max l'année dernière, moi, il termine la journée à 10% parce qu'il chauffe. Que quand il chauffe beaucoup, la courbe elle tombe vraiment plus rapidement. Il y a ce côté-là en fait de ces puces c'est dommage en fait parce que finalement on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance et ça apporte ce type de sacrifice et je pense qu'Apple fait une erreur et peut-être que ce mini c'est un peu trop une vitrine technologique en fait les pros. Il y a de ça et il y a aussi le fait qu'Apple, pour des raisons esthétiques, comme tu le disais, refuse par exemple de mettre une chambre à vapeur au dos de l'iPhone, comme on a sur les Samsung haut de gamme, comme on a sur des Xiaomi haut de gamme. Et je pense qu'il est temps, finalement, on a des produits qui sont dignes d'ordinateur, et il est temps d'avoir un vrai système de refroidissement liquide au dos des iPhones. Et ça serait pour le bien de ces produits, ils dureraient plus longtemps, la batterie se fatiguerait moins. Et j'espère maintenant que la prochaine mise à jour, elle ne va pas trop réduire les performances, tout en diminuant la température quand on est dans l'appareil photo, quand on est dans des tâches. Ça me choque pas que le téléphone chauffe quand on joue à Resident Evil. Ça me choque un peu plus que le fait de zoomer, ou qu'on fasse un FaceTime, la puce pète un câble parce qu'elle veut optimiser la qualité. On s'en fout. Notez aussi que sur les 24 premières heures, c'est assez normal que le téléphone chauffe quand tu as des mises à jour qui se font. Le téléphone travaille en tâche de fond. Tu t'en rends pas compte, mais c'est parce qu'il y a des gens aussi qui ont commencé à paniquer dès la première charge. En fait, là, il faut pas se stresser. Oui, c'est absolument normal. Mais si au bout d'une semaine, je suis à 2 semaines et ça chauffe encore un petit peu trop. Mais il faut reconnaître que le 14 Pro Max est un téléphone qui chauffait beaucoup aussi. Et pour moi, il y a un problème avec ces puces-là. Et j'ai hâte qu'ils changent de génération pour avoir des puces qui consomment moins. Mais bon, pour l'instant, c'est pas non plus pénalisant. Et dès qu'on met une coque, on le sent plus du tout. Moi, il y a un truc aussi dont je me suis rendu compte, c'est que depuis quelques temps, j'ai la 5G sur mon téléphone. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que en fait, ça tire un peu plus. Tu perds. Moi, je pense que je perds à 10 à 20% d'autonomie. Ça, c'est clair. Pour aucun gain, parce que la 5G, ça sert à rien en fait. Pour le si tu as une bonne 4G, si tu as une bonne 4G avec tes usages que tu as au quotidien, ça suffit amplement. Et malgré tout, tu gagnes 10 à 20% d'autonomie en restant en 4G. Je suis d'accord. Et ce qui fait que le truc, c'est que j'ai coupé ma 5G. En fait. Et je reste en 4G. C'est terrible. L'autre truc qui est fatal, c'est le Always On Display. C'est débile.
le Always On Display, c'est tueur aussi. Ah bah, ça tire aussi. Alors, et tu peux désactiver. Ça peut désactiver, mais j'ai vraiment fait la comparaison, notamment en vacances, au premier jour de vacances, je suis obligé de recharger à 14h. Le lendemain, je désactive le 120 Hz et je désactive le Always On Display et double d'autonomie. Mais vraiment, c'est du x2. Non, mais c'est clair. C'est vraiment assez hallucinant à quel point ces trucs peuvent consommer de la batterie. Ouais. Alors t'as pas que t'as la chauffe, mais t'as eu pas mal de critiques. Je sais pas si vous avez vu sur le titane qui se raye facilement. Oui, j'ai vu ça. C'est. Je suis plus partagé moi là-dessus. T'avais le fameux YouTuber là, Jerry Rig, voilà, qui s'amuse à désosser, à détruire des iPhones à chaque fois, et il dit. En gros, le titane, j'ai mis 10 secondes avant d'avoir les rayures. Quoi. Il a mis 10 secondes dans le brûlant avec un chalumeau. Enfin, je suis désolé. Moi, j'ai du mal avec le côté le youtubeur a essayé de casser un iPhone et de l'a cassé en 10 secondes. Non, mais c'est un exemple. Il a essayé de le casser. Donc là-dessus, par contre, là où il y a une deuxième polémique, c'est sur les coques. Ça, c'est plus embêtant quand même. Le fine woven, ils appellent ça. C'est plus embêtant parce que les coques Apple coûtent extrêmement cher. On est sur des coques à 60 €. Je ne sais pas si tu peux confirmer. C'est ça, 69 même. Donc, vous vous rendez compte, une coque à 69 €. Bah oui, ils vendent la lingette Apple à 25. Donc la coque, c'est dans l'échelle du prix, on est bien. Quand on s'appelle Apple et qu'on vend une coque à 69 €, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, je suis désolé, mais à ce moment-là, tu vas chez Amazon et tu t'achètes une. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pris un truc transparent, ça m'a coûté 5 €. Avec la vitre en plus. Mais 69 €, tu te retrouves avec une coque qui. Alors, avec le prétexte qu'elle est écologiquement responsable, etc., en tissu, elle s'abîme à une vitesse folle. C'est ça le problème, je crois. C'est ça. Je trouve, des gens disent qu'elle n'est absolument pas confortable à utiliser, que le matériau est mauvais. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve le matériau est très cool. J'aime beaucoup. Je préfère ça au cuir. Je suis pas un grand fan du cuir de façon générale, mais je trouve que c'est réussi. Mais il est vrai que cet aspect tissu, il faut 5 minutes avec pour comprendre que si on met des griffes dedans et qu'on veut le rayer ou qu'on le met dans l'eau, ça va pas survivre, quoi. Ne pas confier son iPhone à son chat. Donc elle va s'abîmer beaucoup plus vite. Ouais, elle va s'abîmer vite. Après, il faut quand même reconnaître que les coques Apple n'ont pas la réputation de bien tenir. Je sais pas si tu as déjà vu l'état des coques en silicone au bout de 3 mois. La plupart du temps, il y a un bouton arraché. Pourtant, ils vendent ça 50 €. Donc, ils n'ont jamais eu aucun problème à vendre très cher les des coques de mauvaise qualité. Mais elles tâchent facilement. Elles sont pas très belles. Là, le risque, c'est en effet que ça vieillisse moins bien. Donc, de toute façon, moi, ma recommandation là-dessus, elle est simple. Si vous avez envie d'un truc qui dure longtemps, il ne faut pas acheter une coque à 70 €. Il faut acheter une coque pas chère et la changer régulièrement, en avoir plusieurs. Par contre, si ce que vous voulez, c'est l'aspect là, c'est un porte-monnaie anti-sèche fin. Si vous avez envie de cet aspect-là, de ce toucher-là, et que vous vous en foutez de l'aspect esthétique, il n'y a pas de polémique, ça vieillit. Il vaut mieux que la coque vieillisse que le téléphone. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une coque ? C'est la vraie question. Parce que Apple, leur discours, c'est aussi de dire, alors c'est un peu le double discours, parce qu'ils ont tout intérêt à vendre leurs accessoires, donc à vendre des coques. Mais ce qu'ils disent aussi, pour avoir discuté un peu avec certains d'entre eux, c'est que en fait, eux, t'as plus réellement besoin de coques, dans le sens où les écrans sont parmi les plus solides du marché maintenant, avec le céramique glace. Le problème, le titane fait que aussi il résiste super bien. Donc, beaucoup de gens achètent un téléphone pour le revendre, d'accord ? Et ton téléphone, si tu veux le revendre au maximum du prix, et c'est vrai que les iPhones se revendent très très bien, c'est un téléphone, c'est le téléphone qui se revend le mieux sur le marché, le marché d'occasion, tu as intérêt à le protéger. T'as pas tort. Si ton téléphone est protégé avec une coque, avec une vitre, et que tu le revends dans 2 ans, nickel, tu le vendras 100, 200 € plus cher que s'il a des rayures. C'est vrai. Mais... C'est clair. Et je pense que les gens font ça aussi, ils font attention. Oui, c'est vrai. Parce que ensuite, tu achètes ton téléphone, et en cas tu le gardes 2 ans. Ça coûte cher, quoi. Mais en même temps, alors, je suis complètement d'accord avec cet argument, tu as tout à fait raison. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un gâchis. C'est-à-dire que Apple. C'est un gâchis design, je suis d'accord. Ils misent tout sur le design. C'est des appareils incroyables. Naturel, je trouve sublime. Mais c'est ça. Et tu vas mettre une grosse coque pour le protéger et tout. C'est toujours. Mais je comprends, j'entends très bien cet argument. Je trouve que maintenant, on arrive à un niveau. Tu vois, il y a encore 5 ou 6 ans. Je pense qu'il se cassait hyper facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'amélioration, on va dire, de la solidité des matériaux, je dis pas que c'est parfait. Si tu le jettes contre le sol, évidemment qu'il va se fissurer, etc. Sans coque, il va se rayer ton téléphone. C'est obligé, parce qu'un jour, il va rencontrer des clés. C'est obligé. Enfin, voilà, tu peux pas. Et si tu projettes de le vendre... Quel est finalement l'intérêt de faire un téléphone en titane et de vendre le titane comme le meilleur matériau du monde, classe aérospatiale. Ouais, ça. Qu'ils ont, Great Fire.
ils ont vendu le truc en mode c'est fou. Si les gens finalement ont une coque, ils le cachent. C'est ça. Toi encore, tu as une coque transparente, mais pas tout le monde a une coque transparente. Non. Le Mars Rover, tu crois qu'il a une coque? Mais non, mais c'est vrai que c'est délicat. Il est bien protégé. Bon, ben voilà, c'était top. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce De quoi je me mêle. Merci Nico. Merci François. Toujours ravi d'être avec vous deux. Voilà. Ouais, c'est cool. Ça passe tellement vite quand on parle comme ça de tech tous les trois. C'est vrai qu'on n'a pas vu l'heure passer. Incroyable. Merci beaucoup Nico, que vous pouvez lire et retrouver en vidéo sur Numérama. Et puis merci à toi Anthony, comme chaque semaine, d'être fidèle au poste. Ce De quoi je me mêle est terminé. Le hashtag des QJMM, bien sûr, si vous voulez réagir. Et puis si vous êtes un accro à l'ActuTech, n'hésitez pas à nous retrouver. Alors la chronique sur BFM Business d'Anthony tous les jours. Et puis moi aussi tous les jours avec Tech & Co sur BFM Business. En audio, en vidéo. Voilà, on essaie chaque jour bientôt de vous informer. Et bientôt en chinois. Ça risque d'être rigolo, tiens. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.